Donc, en Catanas, qui est radiologue pédiatre à Robert Douai, qui va nous parler donc on va nous remonter un petit peu vers le Euro-IRM et l'étude fonctionnelle des reins et les malformations. On va parler des Euro-IRM dans les malformations rares et rénales. C'est une technique d'imagerie qu'on utilise dans les dilatations des voies urinaires qui peut avoir comme mode de découverte l'exploration fœtale systématique où on voit une dilatation rénale ou rétérale ou en raison des causes variées, l'infection urinaire, les douleurs abdominales, l'hématurie ou un syndrome de masse. La dilatation des voies urinaires, c'est une indication très fréquente en radiopédiatrie et qui a comme éthiopathogénie les uropathies congénitales, qui implique un obstacle au niveau des voies urinaires, qui peut entraîner une gêne dans l'écoulement de l'urine et qui peut arriver à la fin à une détérioration de la fonction rénale s'il n'y a pas de traitement. Comme étiologie des uropathies congénitales, du coup, le syndrome de jonction pyélo-urétérale, c'est très fréquent. Le méga-urétère primitif, les urétères multiples et les abouchements ectopiques ou urétérales, les urétérocèles ou les valves de l'urètre postérieur. En radiopédiatrie, on utilise beaucoup l'échographie, c'est l'examen le plus important anatomique, même des fois mieux que l'IRM, et c'est l'examen de première intention. La cystographie va nous montrer s'il y a ou pas un reflux. La scintigraphie, c'est le gold standard pour l'examen fonctionnel, mais l'uro-IRM, ça permet à la fois d'avoir l'anatomie et la fonction, si on le fait, voilà, comme je vais vous montrer. Du coup, ça permet aussi l'analyse morphologique des reins et de l'appareil excréteur, et ça permet, avec les séquences injectées en dynamique, d'apprécier le drainage rénal et de calculer la fonction rénale relative de chaque rein. Comme contrainte technique, c'est un examen qui est assez long, qui nécessite des fois la sédation de l'enfant en fonction de l'âge et qui nécessite la pose d'une voie veineuse et d'une perfusion. Du coup, l'uro-IRM, il y a deux parties. Une partie anatomique où on utilise juste des séquences T2 dans les trois plans de l'espace. Ici, je vous montre un exemple avec des séquences T2 coronales. Un adolescent qui présentait une hématurie où on voit une dilatation de l'urétère proximal lombaire avec un urétère distal qui est fin. Du coup, notre IRM nous a permis de faire le diagnostic de urétère rétrocave, qui est une malformation dans le développement de la veine cave inférieure, mais qui peut entraîner des problèmes au niveau rénal. Il y a une deuxième partie de l'uro-IRM dans notre service. Nous, on injecte le patient et on fait des séquences coronales injectées avec des produits de contraste. C'est une séquence qui dure 10 minutes. Et après, on fait des séquences post-traitement qui peuvent nous aider à calculer la fonction rénale différentielle. Ici, je vous montre des séquences T en dynamique. Du coup, on a une perte de la résolution spatiale, mais on voit bien le rein droit et une dilatation du rein gauche. Et on va voir arriver le produit de contraste. Du coup, du côté gauche, on a un cortex qui a un rehaussement retardé. On voit le produit de contraste qui arrive au niveau des calices, au niveau du rein droit, et pas de opacification des calices au niveau du rein gauche. Et l'urétère qui est opacifié à droite et un retard d'excrétion à gauche. Du coup, juste en regardant les images dynamiques, on peut dire que cet enfant il a un syndrome de jonction avec un problème, avec une obstruction. L'uro-IRM, du coup, la séquence dynamique nous permet aussi de faire des reconstructions. Du coup, on peut avoir
une phase vasculaire, du coup on voit bien l'aorte et les artères rénales, une néphrographie et une phase excrétoire. À partir de cette séquence, on fait une analyse quantitative. Du coup, on entoure sur un logiciel le parenchyme rénal et on va faire des courbes de Rossmann. Du coup, une courbe de Rossmann normale, elle est comme ça, triphasique, avec un premier pic qui est le pic vasculaire, un deuxième pic avec cette phase ascendante qui est la fonction qui va nous aider à calculer la fonction rénale. Du coup, c'est la phase de filtration glomérulaire. Et une phase descendante, la phase d'excrétion. Ça, c'est une courbe normale triphasique, du coup, pour un rein qui fonctionne bien. Les manips, après, ils vont calculer le volume rénal de chaque rein. Et on va multiplier l'aire sur courbe avec le volume rénal et on va le diviser à la somme des deux reins. Ça va nous donner la fonction rénale différentielle de chaque rein. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une indication opératoire en cas de diminution de la fonction rénale différentielle entre deux examens successifs. Sous l'IRM, on peut voir aussi avoir des éléments sur le drainage. Du coup, on peut calculer le temps de transit caliciel, du coup le temps nécessaire au produit de contraste de passer du cortex au niveau des calices, et le temps de transit rénal, du coup pour voir l'opacification de l'urétère lombaire proximal. Ça va nous donner aussi des arguments en plus pour dire si c'est un syndrome obstructif ou pas. Du coup, les courbes excrétoires, elles peuvent être normales comme ça, triphasiques. Elles peuvent avoir une phase ascendante, là c'est une courbe obstructive, ou elle peut être un plateau, une courbe indéterminée. Le syndrome de jonction pyélo-urétérale, du coup, c'est une des demandes dans notre service pour l'uro-IRM. Là, c'est un nouveau-né qui présentait, qui a eu un diagnostic de dilatation gauche anténatale. Du coup, vous voyez sous les séquences anatomiques le rein droit, le rein gauche, avec une dilatation des cavités. La séquence dynamique, où on voit le produit de contraste qui arrive au niveau de l'aorte et des artères rénales. Le produit de contraste qui arrive au niveau du cortex, du coup, là, c'est un rehaussement symétrique. Au niveau des calices, c'est symétrique. Et au niveau des urétères, même si on ne voit pas bien parce que du coup on perd la résolution spatiale, on voit qu'il y a un rehaussement symétrique dans les urétères. Juste en regardant la séquence dynamique, on peut dire qu'il y a un syndrome de jonction, mais qu'il n'est pas obstructif. Et quand on fait nos courbes de rehaussement, on voit que les deux reins ils présentent une courbe normale triphasique. Et la fonction rénale relative, elle était, du coup, quand on calcule la fonction rénale relative, elle était symétrique pour les deux reins. Du coup, on a un syndrome de jonction, mais sans retentissement fonctionnel et pas de retentissement sur le drainage. On va contrôler l'uro-IRM et on va surveiller en échographie. Là, c'est un patient avec pareil, une dilatation des cavités pyélocalicielles gauche, diagnostic anténatal. Vous voyez, on a le rein gauche qui est dilaté, le rein droit qui est normal. La séquence dynamique, un rehaussement cortical qui est asymétrique avec un retard à gauche. Les calices qui sont opacifiés à droite et pas à gauche. Du coup, il y a vraiment un retard d'opacification à gauche qui nous dit qu'il y a un syndrome de jonction obstructive. Là sont les séquences post-injection où on n'avait pas d'opacification de l'urétère ni à 15 minutes post-injection. Quand on fait les courbes, du coup, on a le rein droit qui a une courbe normale triphasique avec une excrétion normale et le rein gauche qui présente une courbe en plateau, du coup, de type obstructif. La fonction rénale relative, quand on le calcule, le rein gauche, il assurait 10% de la fonction rénale totale.
Du coup, là, il y a un syndrome de jonction, mais avec un drainage qui est mauvais et une courbe biphasique. Du coup, c'est une indication à une pyéloplastie. Quelle autre information il nous donne l'uro-IRM? Du coup, des fois, on arrive à mettre en évidence l'artère polaire inférieure sous les reconstructions MIP de la séquence dynamique, où on fait des séquences spéciales pour mettre en évidence l'artère polaire inférieure. C'est une information qui est importante pour le chirurgien. Des fois, on peut voir que oui, il y a une dilatation du rang droit, mais que cet rang droit, c'est un rang en fer à cheval avec un ponte parenchymateux préaortique. Du coup, ça aussi, c'est une information importante à donner aux chirurgiens. Des fois, on peut voir aussi des anomalies associées, comme des anomalies vertébrales ou des organes génitaux internes, comme cet enfant qui avait une malformation lombaire basse vertébrale. On peut aussi montrer en IRM où c'est le syndrome de jonction. Et c'est une information qui est intéressante pour le chirurgien parce que des fois, ça modifie la bord chirurgicale si le GPU il est très bas situé. On peut voir aussi dans des rares cas qu'il y a plusieurs obstacles, que oui, il y a un syndrome de jonction pyélo-urétérale, mais aussi qu'il y a une autre sténose au niveau de l'urétère lombaire. Du coup, on peut voir qu'il y a plusieurs obstacles. Dans le méga-urétère aussi, l'IRM peut être intéressant parce qu'au niveau anatomique, on peut voir l'aspect de bas urétère en queue de radis et on peut calculer aussi la fonction rénale relative de chaque rang et voir si c'est un méga-urétère obstructif ou pas. Dans le système double, du coup, les questions des chirurgiens sont si c'est un système double complet ou incomplet, s'il existe un urétérocèle, un embouchement ectopique, et la fonction rénale relative de chaque système, supérieur et inférieur. Du coup, le système double complet, ça implique que l'urétère du pôle supérieur, il va s'emboucher plus médial et plus inférieur par rapport à l'urétère du système inférieur. Dans le système double, comme pathologie du système supérieur, on a la dysplasie kystique. Là, vous avez une échographie avec un rang droit, le pôle inférieur qui était dilaté et le pôle supérieur qui présentait un cortex anormal avec multiples kystes, du coup une dysplasie multikystique, qu'on peut voir en IRM aussi. Et sur les séquences anatomiques, du coup, en gros urétère, des grosses urétères dilatées. Et on peut voir sur les séquences injectées qu'il y a l'urétère du pôle supérieur qui n'est pas opacifié et qui implique une dilatation du système inférieur aussi. Dans ce cas-là, du coup, il y avait une dilatation du pôle supérieur, mais avec une fonction rénale relative du pôle supérieur à 0%. Du coup, il y a une conduite chirurgicale. Comme pathologie du système supérieur, du coup, des fois, on peut avoir l'urétérocèle vésical, du coup, la dilatation kystique de l'urétère distale, intravésicale, l'abouchement ectopique dans les vésicules séminales, cet enfant qui présentait une dilatation pyélocalicielle anténatale, et l'uro-IRM, ça nous a permis de voir bien le trajet de l'urétère qui s'implantait au niveau des vésicules séminales qui sont dilatées. Et l'abouchement ectopique vaginal, cet enfant qui présentait un système double bilatéral, et les séquences post-injection nous ont permis de voir qu'il y a un remplissage de produits avec des produits de contraste au niveau du vagin, avec un niveau liquide-liquide. Du coup, ça nous a permis de mettre en évidence un abouchement ectopique. En conclusion, l'uro-IRM, ça peut être une méthode intéressante pour examiner les anomalies de tract urinaire. Ça donne à la fois des informations anatomiques, mais aussi des informations fonctionnelles, mais sans irradiation. Et ça nous permet de voir des anomalies rénales et du tract urinaire qui sont difficilement vues ou incomplètes caractérisées par des autres techniques d'imagerie. Et ça peut diminuer le nombre d'imageries pour chaque enfant. Merci. Merci beaucoup, Anka.